remercier pour cette invitation et cette participation à cette journée d'études. Tu m'as proposé de parler du centre de ressources en langue, la première question qui vient en général est effectivement de se poser la question des missions d'un espace d'apprentissage qui est en évolution, parce qu'on voit avec l'évolution des outils, l'évolution des pratiques numériques, que les atouts, je dirais, du centre de ressources en langue ont évolué et continuent d'évoluer, et donc on doit se reposer de nouvelles questions, en particulier autour de cette notion d'espace. Donc pour faire cela, je vais reparler un petit peu du contexte de cette journée et essayer de voir dans les autres présentations ce qui peut m'apporter du grain à moudre, je dirais. Replacer ça aussi dans le contexte universitaire sur les pratiques numériques, revenir sur le cadre théorique pour bien redéfinir ce qu'on peut attendre d'un centre de ressources en langue et quelles sont les façons d'appréhender cet espace, et proposer deux études de cas qui vont peut-être nous donner des éléments pour répondre à ces questions. Donc par rapport à la journée, bon, j'ai repris l'appel à communication et la thématique, et effectivement, dans la pléthore des outils existants, on voit bien qu'on pioche un petit peu à tout et qu'il faut arriver à articuler, hein, ça sera aussi mon angle d'approche pour parler du centre de ressources, c'est articuler des niveaux de réflexion, tant micro, méso ou macro-éducatifs, c'est-à-dire que quels sont les enjeux des centres de ressources dans l'institution ou quels sont les enjeux pédagogiques, hein, donc ça reprend les enjeux technologiques, didactiques et pédagogiques qui étaient annoncés pour la journée. Et donc essayer de voir en quoi les centres de langue peuvent apporter une plus-value à l'apprentissage en langue en particulier. Donc pour faire ceci, j'ai regardé un petit peu les thématiques des contributeurs aujourd'hui je vais faire une petite synthèse de ce que je peux piocher dans ce qu'ils ont annoncé. Donc, par exemple, Muriel Grosbois abordait la question des solutions techniques et des plus-values. Alors, c'est vrai qu'avant, le centre de ressources en langue apportait avant tout un accès à des ressources numériques auxquelles les étudiants n'ont plus besoin d'avoir accès via le centre de langue, avec les pratiques nomades, etc. Donc, il faut que la plus-value du centre de ressources se situe à un autre niveau. Avec le Web 2.0 dont a parlé Christian Olivier, c'est la même chose, c'est-à-dire que les tâches sont ancrées dans la vie réelle et le centre de ressources, bien sûr, est dans la vie réelle de l'étudiant, mais encore une fois, n'est plus l'endroit incontournable pour avoir accès à des ressources. Et on retrouve ça aussi, alors je vais passer d'abord sur la contribution de Potolia et Zourou qui parle des pratiques non formelles. Et ça, c'est aussi une question qui nous interpelle aujourd'hui dans les centres de ressources en langue, c'est de savoir à quel moment on va s'approprier ces pratiques non formelles qui donc ont pour définition de ne pas avoir lieu dans un contexte formel. Donc il y a une espèce d'ambivalence et malgré tout, est-ce qu'en tant qu'institution qui fournit des ressources d'apprentissage aux apprenants, on peut faire comme si elles n'existaient pas. Donc ça va, je reviens en arrière sur dans ma rosace ici, avec comment on va combiner aussi le distanciel et le présentiel pour en faire un dispositif cohérent. Hein. C'est-à-dire qu'on voit que le CRL va être une espèce de mosaïque qui articule différents dispositifs et qu'il va falloir donner du sens à tout ça et harmoniser des pratiques qui sont en constante évolution. On vient de le voir avec Nicolas Guichon. Les compétences d'interaction orale se multiplient dans les possibilités de pratique avec la visioconférence, et ça nous concerne directement, bon, en particulier, mais on a vu qu'il y avait d'autres pratiques, mais pour tout ce qui est télétandem ou télécollaboration, qui font partie aujourd'hui de l'arsenal pédagogique, on va dire, dans les centres de langue. Alors, c'est la question des jeux sérieux fait aussi écho au type de ressources qu'on va proposer. Euh, la question de la plateforme ouverte ou à distance fait écho à ce que je disais tout à l'heure pour Nissen. Et puis finalement, dans la question des MOOC, qui donc ont pour objet de toucher le plus de monde possible, les questions posées par Martine Haselbach, quelle remédiation, quelles interactions, pardon, quelle place pour la métacognition, finalement, ces questions reviennent systématiquement.
Alors, si je me situe aussi dans la politique des langues des établissements, on voit qu'il n'y a pas que la question du numérique qui est posée, mais une situation historique bon, qui est déjà bien posée, hein, qui n'a pas forcément évolué dans les toutes dernières années, mais qui, quand même, depuis plus de presque bientôt 15 ans, plus de 15 ans avec le cadre européen commun, la réforme du LMD, où on a instauré la validation de compétences en langue qui sont validées par le biais de certification. Le CRL est au cœur finalement du dispositif qu'on va mettre en place pour accéder à des ressources en langue. Donc le dispositif opérationnel, je pense, a maintenant une place assez stabilisée, même si on voit que certains centres de langue ont parfois du mal à perdurer, mais peut-être ces centres de langue ont-ils du mal justement toujours autour de cette question qui devient un peu récurrente. Alors il y a puisqu'on parle d'historique hein, et de mission en évolution, il y a une dizaine d'années, c'était autonomie guidée, auto-formation, donc économie de tuteurs. Alors, je pense qu'on a réussi à bien poser cette question en disant non, on est dans un changement de paradigme éducatif et il faut bien accompagner cette auto-formation avec du tutorat, des conseils. Maintenant, la question, c'est espace physique ou virtuel. Dès qu'on parle centre de ressources en langue, c'est la question qui revient. C'est est-ce qu'on a encore besoin d'un espace physique puisque toutes les ressources sont nomades et virtuelles. Alors, pour tout ce qui est accompagnement à l'usage de ces ressources, je réponds oui, mais on va voir justement de quelle façon. Pour situer toujours le centre de langue dans le contexte, on est passé aussi d'une époque plutôt pionnière hein, quand les centres de langue se sont développés dans les universités, où on était plutôt dans une logique de bricolage, hein, au sens noble du terme, avec des équipes du terrain passionnées, des experts qui avaient envie de faire bouger les choses. Et Albero disait que la situation était assez inconfortable, mais que c'était peut-être ça qui stimulait le processus de création. Donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui on est passé d'une logique de bricolage à une logique d'industrialisation où véritablement le projet de terrain devient un dispositif institutionnel, pourquoi pas, mais il ne faudrait pas que dans cette logique-là, on perde cette créativité qui nous est propre. Mais en même temps, on ne peut pas laisser perdurer un projet pionnier et de bricolage sans lui donner à un moment la reconnaissance institutionnelle. Donc on est à cette phase-là et il faut prendre garde à ce qu'on ne soit pas dans une généralisation autoritaire d'une innovation qui, comme le disait Linard déjà en 1996, pourrait conduire à une spirale de perte d'efficacité. Alors, dans tout ça, si on regarde l'évolution, on peut dire qu'on est passé d'une époque CRL un petit peu médiathèque, dont le rôle premier était de fournir un accès à des ressources numériques. C'était l'époque où on achetait des CD-ROM et où il fallait aller au centre de ressources pour trouver ces ressources. Bon, ce qui n'empêchait pas d'avoir un accompagnement, donc ce qui nous conduit très vite à l'étape numéro 2 avec le dispositif qui propose des ressources et un accompagnement. Aujourd'hui, je parlerai plutôt de CRN méga dispositif, c'est-à-dire qui propose plusieurs dispositifs. On l'a vu tout à l'heure quand je faisais le tour des propositions d'intervention aujourd'hui, où on voit qu'on a des dispositifs pluriels et qu'on doit arriver à articuler et à accompagner. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Je me situe maintenant dans le contexte politique global pour essayer de trouver où sont les missions centrales des centres de langue. Et on voit aujourd'hui plusieurs appels hein, du ministère qui parlent depuis plusieurs années de transformation pédagogique et numérique. Et on peut se demander, le CRL qui est plus, enfin les pratiques en centre de ressources en langue à les universités qui sont beaucoup plus anciennes que ces appels qui datent quand même des 5-6 dernières années, on peut se demander si le CRL peut avoir un rôle d'expertise en ayant réfléchi aux conditions de conseil et d'accompagnement. Et on voit qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout en marge du dispositif de formation, mais on retrouve des mots-clés dans les appels à projets qui font écho à des questions qu'on s'est posées depuis un certain nombre d'années. Repenser l'organisation de l'offre de formation, rendre plus flexible cette offre de formation, singulariser les parcours de formation,
développer l'hybridation entre des activités d'apprentissage à distance et sur le campus, on retrouve des questions qu'on a vues qui étaient centrales. On parle aujourd'hui de salle active, hein, c'est aujourd'hui dans le jargon, je dirais, des appels à projets institutionnels, salle active, salle conviviale, learning center, hein, des espaces d'apprentissage de nouvelle génération, des équipements interactifs, des salles qui favorisent les interactions entre les étudiants. Donc institutionnaliser le recours aux pairs. Donc je dirais que si les concepts ne sont pas nécessairement nouveaux, finalement c'est leur généralisation qui devient nouvelle et on peut se poser donc la question de la place du centre de langue dans tout ça et pour aller vers davantage de flexibilité puisqu'on parle d'espace évolutif pour expérimenter des pédagogies nouvelles, le travail en équipe et les interactions avec des salles modulables. Donc on voit que la question de l'espace n'est pas seulement l'espace d'apprentissage, mais aussi vraiment l'espace physique. Comment aménager les lieux pour permettre ce travail en collaboration ou permettre un accès facilité, par exemple, à des outils de visioconférence, etc. Et permettre de la convivialité, donc des espaces de convivialité, permettre un lien social. Je vais passer assez vite au cadre théorique pour avoir le temps ensuite de parler des études qui ont pu être faites, qui vont nous donner des éléments pour voir comment les apprenants s'emparent hein, de cet espace. Mais avant de parler des pratiques quotidiennes, je voudrais revenir sur le centre de ressources en langue, qui doit être abordé comme, en tant que dispositif, un dispositif complexe et évolutif. Donc évolutif, on l'a vu avec cette flèche que je remets ici, évolutif dans les pratiques, puisque les outils qu'on met à disposition évoluent et avec les pratiques. Mais ce ne sont pas les outils qui font les changements pédagogiques nécessairement, ça dépend ce qu'on fait de ces outils. Et par exemple aujourd'hui, donc la question à laquelle on est arrivé, c'est est-ce qu'on favorise des pratiques sur site ou hors site, par exemple, et qu'est-ce qu'on fait au centre de langue? Et donc, dans la définition même, on voit que c'est un moyen de médiation un champ, je reprends la définition de Linard, un champ de relations fonctionnelles entre humains et outils, but et moyen, intention et action. Ce que je voudrais bien mettre en avant, c'est la dimension humaine de ces espaces d'apprentissage, c'est-à-dire que le centre de ressources en langue n'est pas uniquement un outil ou un espace qui met à disposition des outils, mais qui propose bien de l'accompagnement humain qui peut se faire avec les pairs, qui sont des partenaires d'apprentissage dont on peut valoriser les compétences, et aussi avec des tuteurs ou des conseillers. Donc on voit aussi que Poto, qui donc a beaucoup fait pour les centres de langue à Strasbourg, qu'il faut à la fois allier des aspects matériels et techniques et des aspects sociaux et relationnels. C'est-à-dire que si on considère que le centre de langue n'est qu'un de ces deux aspects, on perd une dimension de celui-ci. Alors pour aborder donc cette définition, je me référerai à Morin et à la complexité, puisque le centre de langue est au croisement de plusieurs questionnements, et je me référerai au modèle Aladdin dont j'ai proposé l'acronyme qui permet de retenir bien quels sont les pôles auxquels on doit penser quand on met en œuvre un centre de ressources en langue. Et donc les questions qu'on va se poser, c'est les questions de l'apprentissage, de la langue dans un dispositif qui favorise l'autonomie ou l'autonomisation des apprenants. On est bien dans un contexte institutionnel, et donc ce qui pose la question du lien entre le formel et le non formel, dont on ne peut pas ignorer l'existence, et le recours au numérique. Donc si je reprends ces questions plus en détail, quand on va parler de quel type d'apprentissage on veut développer, c'est se référer aux théories d'apprentissage, questions didactiques des langues. Est-ce qu'on est dans justement une approche partage? Est-ce qu'on est dans une approche par projet, etc. Quel type de langue veut-on enseigner? Est-ce qu'on veut favoriser des pratiques plutôt orales, écrites, formelles, informelles, etc. Comment va-t-on favoriser le développement de l'autonomie de l'apprenant et quel type d'auto-formation guidée va-t-on favoriser et comment reconnaît-on aussi toutes ces pratiques hybrides
qui sont finalement encore assez en marge, même si j'ai bien montré qu'il y avait ce mouvement vers une institutionnalisation des pratiques. Malgré tout, on est dans un environnement globalement hétéroformatif et les étudiants se retrouvent parfois un petit peu perdus lorsqu'ils doivent passer d'une UE à une autre, une très formelle et l'autre qui au contraire valorise l'auto-évaluation et l'auto-formation. Voilà, donc là, simplement aussi pour montrer que ce dispositif complexe n'est pas fixe, c'est-à-dire que dès qu'on va changer un des éléments du modèle, ça va entraîner des changements ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit par exemple, pour reprendre la question de l'évolution du numérique, qui est quand même aujourd'hui ce qui occupe notre journée, si on touche au pilier ou au rouage numérique, ça va avoir une incidence sur d'autres choses. C'est-à-dire que euh, si on change les pratiques numériques, qu'est-ce que ça va changer au niveau des pratiques en langue? Quel dispositif d'apprentissage ça va favoriser? Si on est dans la visioconférence peer-to-peer, est-ce qu'on va travailler sur de la visioconf entre classes, avec des pratiques de groupe de part et d'autre, ou de la visioconf un à un, dont on rendra compte dans un journal de bord, collectif ou individuel? Donc, chaque choix va avoir une incidence sur les autres rouages. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des éléments isolés et étanches. Donc, je vais simplement reprendre les différents piliers. La question de l'autonomie, bah, qui reste le mot-clé dont on n'a jamais vraiment encore trouver une définition définitive, je dirais, sur laquelle tout le monde est d'accord. Je pense que ce sur quoi tout le monde est d'accord, et j'étais la journée congrès Tandem là, qui a eu lieu à Paris la semaine dernière, où on est d'accord que c'est un processus, et donc on va plutôt parler d'autonomisation et donc d'accompagnement à ce processus, et en disant qu'on n'est jamais arrivé à un moment où on dit stop, ça y est, maintenant je suis autonome. On est toujours autonome par rapport à un contexte, par rapport à des usages. Le corollaire, c'est l'accompagnement. Donc, malgré le paradoxe qu'il y a à contraindre certaines pratiques, c'est nécessaire pour accompagner. Donc, on ne va pas laisser l'apprenant tout seul, évidemment, gérer tout son apprentissage. Et ça va générer de nouveaux métiers de l'autre côté. C'est-à-dire que là aussi, ça va poser la question de la formation des enseignants qui sont surtout formés à intervenir en classe, en groupe, et qui vont devoir interroger, on va dire, leur pratique de formation, ce qui ne va pas forcément de soi et qui nous renvoie à ce que dit Little, hein, il n'y a pas d'autonomie de l'apprenant s'il n'y a pas de l'autre côté autonomie des enseignants, hein, learn autonomy, teacher autonomy. Donc le dispositif, comme l'évoquait d'ailleurs déjà tout à l'heure Poto, hein, en parlant du centre de langue plus spécifiquement, ça doit bien être un lieu social, d'interaction et de coopération. Je pense que c'est l'élément qu'il faut retenir quand on parle du devenir du centre de ressources en langue. C'est ce lieu social d'interaction, si on doit résumer à quelques mots, et de coopération. C'est-à-dire que c'est le lieu où peut-être des apprenants vont être dans des dispositifs d'auto-formation, où ils définissent leurs objectifs, ils ne font pas tous la même chose, mais par contre, on est là pour leur fournir cet accompagnement à leur pratique individuelle. C'est peut-être comme ça qu'il faut le voir, donc avec une flexibilisation des pratiques. Bon, la langue, je ne vais pas revenir en détail, mais la question aussi, ça va être quels objectifs on va fixer et quelles sont les spécificités. Bon, et ça fait référence à tout ce champ de recherche sur la communication médiatisée par ordinateur. Qu'est-ce que ça va favoriser? À quoi on va devoir faire attention pour avoir des pratiques, je dirais, efficaces pour l'apprentissage. Donc le domaine est peu stabilisé, en évolution constante, et donc la question qu'évoquait Muriel Grosbois en début de journée, ou qui fait écho à son ouvrage de l'EAO aux réseaux sociaux, reste complètement d'actualité parce que même s'il y a réseau social, il n'y a pas que réseau social aujourd'hui, et il y a des réseaux sociaux hors monde de la classe, et les étudiants, les apprenants, ont-ils envie qu'on s'approprie
nous, institutionnels, toutes leurs pratiques numériques hein, aussi, hors classe. Donc il va falloir trouver le bon équilibre. Et aujourd'hui, donc justement, ça repose la question de l'autonomie. Donc je vais profiter pour annoncer la sortie de l'ouvrage euh, publié avec Calico sur Learn Autonomy and Web 2.0, c'est-à-dire que qu'est-ce à l'heure du Web 2.0 qui favorise des interactions, qui favorise le travail en groupe et en interaction sociale, comment développe-t-on l'autonomie? Et l'autonomie, c'est comme quand on envisage le constructivisme pour les langues, on le développe avec des interactions avec les autres et pas tout seul. Donc, quelque part, ça renforce un petit peu cette idée que quand on est, enfin, travailler dans un dispositif favorisant l'autonomie d'apprentissage ne veut absolument pas dire, et encore moins que jamais, travailler seul. Mais voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces apprentissages en réseau et des sites grand public qui sont de plus en plus nombreux? Je pense que mes collègues auront répondu ou vont répondre à ces questions de façon beaucoup plus précise sur le type de pratiques qui s'y développent. Mais ça m'interpelle évidemment pour les pratiques en centre de ressources en langue. Alors pour essayer de trouver non pas seulement des questions, mais aussi quelques éléments de réponse, je vais revenir sur une étude de cas qui a été faite avec Niki Macré, dont on a présenté quelques éléments au congrès Anaclès 2016, qui posait justement la question de l'espace d'apprentissage, physique, virtuel ou autre. Donc le centre de langue, qui est bien un espace physique d'accueil, où on fournit des ressources, mais qui est aussi un lieu où on propose de l'accompagnement humain avec des moniteurs, des tuteurs, des activités qu'on connaît bien, participation à des ateliers, inscription à des télétandems, café langue, etc. Alors, un élément dont je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant, c'est le carnet de bord, c'est-à-dire le lieu où on va consigner ces activités qui peut être une façon de bien prendre acte hein, des activités d'apprentissage qui ont lieu en dehors des murs de la classe, avec soit des carnets de bord qui peuvent être très structurés, très formatés, comme le carnet de bord en ligne qu'on propose sur la base Calao, qu'on utilise ici depuis un certain nombre d'années, où une partie est automatiquement consignée et où la partie réflexive peut être complétée. On peut aussi aller plutôt vers des carnets de bord très personnels. On peut aller jusqu'à, bon là par exemple, une étudiante qui nous montre son carnet de bord qui est fait à partir de dessins, parce que c'est quelqu'un qui fait du graphisme. Il faut aussi peut-être ne pas trop formater à ce niveau-là. Alors c'est une question qui a aussi été abordée dans le congrès Tandem de la semaine dernière, c'est-à-dire est-ce qu'on doit renforcer ce rôle du carnet de bord dans l'apprentissage, sachant que les apprenants ne font pas toujours n'adhèrent pas forcément, ça leur demande beaucoup d'efforts. Mais en même temps, c'est comme le portfolio en fait qui va être en complément du carnet de bord. Donc on va avoir l'endroit où on rassemble nos traces d'activités et l'endroit où on réfléchit à ces activités qui est un point de départ pour aller plus loin dans l'apprentissage. Donc oui, au carnet de bord, mais il faut peut-être trouver un moyen qui ne soit pas trop lourd non plus pour ne pas freiner les pratiques. On va voir d'ailleurs dans les résultats de nos questionnaires que les étudiants je dirais pas se plaignent, mais quand on leur demande en tout cas, trouvent que ça leur prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est peut-être aussi parce qu'ils travaillent plus. Finalement, quand on est dans un dispositif d'auto-formation guidée, tout doit venir de l'apprenant. Hein. Il ne suffit pas de venir 1 heure et demie en cours et voilà, on a l'impression qu'on on a répondu au minimum qu'il fallait faire pour apprendre. Il faut aussi prendre des décisions et c'est plus engageant, on va dire. Donc travailler sur l'apprendre à apprendre parce que finalement, on a rarement l'occasion de développer cette méthodologie d'apprentissage, connaître bien ses stratégies, ses profils, etc. Donc on propose des ressources qui permettent de travailler là-dessus, apprendre en télétandem. Donc pour revenir à cette étude, la question qu'on s'est posée avec Niki Macré, c'est quels sont les espaces, les interactions qui se développent aujourd'hui dans le centre de langue. Donc on a mené une étude auprès d'étudiants de L2 de psychologie en essayant de comprendre quels étaient les usages de l'espace, les aspects matériels, techniques, et aussi les représentations sur l'auto-formation et la façon dont les apprenants s'en emparent. Donc sur les questions des usages, donc on voyait dans la diapo précédente hein, qu'on a eu 91 réponses sur 360 participants potentiels, bon, ce qui reste, disons,
correcte, on va dire, même si évidemment on n'a pas eu des réponses de tous les participants. Très peu d'étudiants, c'est quand même quelque chose qui nous interpelle, ont travaillé du CRL. On voit que souvent, c'est seulement 3, peu 11, si on considère peu comme étant positive. Par contre, utilisation massive de la plateforme du CRL, donc qui donne l'accès à toutes ces ressources dont j'ai parlé précédemment, tous, hein, ils ont bien compris qu'il fallait passer par là. Et donc, quand on leur demande pourquoi ils ont travaillé ou pas travaillé, donc certains disent bah, parce qu'il y a une atmosphère agréable, il y a du monde, c'est un site à travailler, c'est un espace informel où on n'a pas l'impression d'être à la fac. On peut poser des questions aux moniteurs, ils ne parlent pas des tuteurs d'ailleurs, langue. Mais en même temps, ils nous disent j'ai pas le temps, parfois il faut attendre, parfois il y a trop de bruit. Donc on a des réponses, je dirais, pas forcément harmonieuse, c'est-à-dire que soit, mais ça relève du profil de chaque apprenant, soit ça les stimule d'être au centre de langue pour leur apprentissage des langues, soit ils trouvent que ça leur fait perdre du temps. Ce qui pose la question, par exemple, ils nous disent bah, depuis chez moi j'ai Internet, j'ai pas, les sites sont moins bridés, donc finalement je suis beaucoup mieux chez moi pour travailler. Et pourtant, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail du dispositif de ces étudiants de psychologie, mais on leur a bien présenté le dispositif, ils ont eu des tâches à réaliser, et ils disent, bah, les tuteurs, j'ai pas eu l'occasion, je l'ai jamais fait, et même certains me disent, c'est quoi le tandem, le télétandem? Donc il y a un vrai problème de reconnaissance des pratiques qui peuvent se développer dans le centre de langue. Donc quand on leur demande de définir le CRL en un mot, ils répondent sur 3 types d'aspects. Donc là, c'est eux qui ont répondu. Donc on a trié ça en quelques catégories qui nous intéressaient. Sur les aspects sociaux, donc oui, c'est chaleureux, c'est agréable, c'est calme, c'est mystérieux, c'est intéressant, c'est pratique. Beaucoup ont insisté sur les ressources matérielles qu'ils qualifient de variées, nombreuses. Donc malgré tout, cette notion d'accès à des ressources matérielles reste prédominante même aujourd'hui. Hein, on leur propose des films récents. Bon, évidemment, on sait qu'ils peuvent tout télécharger, mais ça peut avoir un coût si on veut rester dans la légalité. Et l'espace de travail est quand même décrit comme étant un lieu pour échanger, pour pratiquer la langue. C'est un espace culturel, d'internationalisation, pardon, et du travail avec tuteur. Donc, espace social malgré tout qui transparaît dans les définitions. Quand on leur demande plus spécifiquement quels sont les avantages et l'inconvénient de l'auto-formation guidée, bon, ils disent c'est autonomisant. Donc c'est bien parce qu'on peut s'évaluer soi-même, on gère notre travail, on est responsable de notre formation, on n'a pas de problème de face, hein, c'est-à-dire pas de honte à revoir les bases, etc. Euh, la temporalité est plus individuelle, je fais ça quand je veux, je gagne du temps parce que je peux faire ça de chez moi sans me rendre au CAL. Donc c'est motivant et ça nous oblige à travailler. Évidemment, on va avoir pour chacune de ces réponses, je dirais pas presque l'inverse, mais disons que les inconvénients sont surtout décrits à partir du problème de temps. Hein, ça prend du temps de tenir le logbook ou le journal de bord, ça prend trop de temps. Il faut se motiver, c'est difficile de se discipliner, on ne sait pas quoi faire. Donc en fait, ils ont devant cet accès à des ressources nombreuses, ils ont peur de travailler sur des ressources inadaptées, de ne pas savoir choisir. Et ils se plaignent du manque de guidage, de travailler seul, d'avoir peu de retours. C'est frustrant, qu'ils n'ont pas d'aide. Et en même temps, ils nous disent qu'ils ne viennent pas trouver les tuteurs pour leur poser des questions. Donc on est vraiment dans un paradoxe. Je suis très contente d'être au centre de langue parce que je peux travailler tout seul. Mais en même temps, du coup, bah, j'ai pas de retour sur ce que je fais. Et bien qu'on me propose des tuteurs, je n'y ai pas recours parce que ça n'est pas dans mes représentations de l'auto-formation guidée. Donc on voit qu'on a un gros travail à faire encore et toujours sur les représentations, hein, donc ce changement de paradigme. Donc les résultats des entretiens confirment ces questionnaires. L'autonomie, c'est motivant, mais en même temps, d'autres nous disent ah ouais, mais il faut se motiver. On a moins envie quand on est obligé. Là, on voit véritablement le paradoxe exprimé de façon explicite. Mais au niveau de l'apprentissage, un meilleur investissement, une meilleure concentration. J'apprends mieux quand je fais ce que j'ai envie de faire, en fait, hein. Mais en classe, on a plus d'explications, on peut poser des questions, ont un peu d'ironie en disant bah, c'est bien si on n'a pas un bon prof, dans ce cas-là, autant travailler en auto-formation. Bon, ça reste anecdotique. Et puis,
Un an après, ils reconnaissent quand même que ça y est, ils ont pris le pli, c'est plus facile de tenir le carnet de bord et ils reconnaissent qu'ils ont progressé. Bien que ça se soit fait dans la difficulté et dans oui, la difficulté à s'organiser, à gérer le temps, mais qu'au final, ils ont quand même développé de nouvelles compétences. Alors, dans une deuxième étude qui est en cours, hein, mais où on a quand même quelques petits éléments de réponse faite avec Martin Eisenbeis, c'était justement la place, hein, puisque c'est ce que j'ai dit en introduction, des apprentissages formels et informels dans un dispositif d'auto-formation guidée. Hein. Donc la question aujourd'hui, c'est, on a bien compris que le CRL est un espace d'interaction, d'accès aux tuteurs, d'accès aux pairs. C'est un endroit où il peut se passer des pratiques euh, stimulantes et enrichissantes, mais nous, en tant que responsables de centre de langue, par exemple, comment faire pour inciter les apprenants à utiliser les médias grand public, à mettre en œuvre des tâches authentiques, les plonger dans la vie réelle, euh, mais comment ne pas détourner, parce que finalement, la plus-value de ces ressources qui permettent un apprentissage informel ou non formel, on va voir la distinction dans deux secondes, c'est aussi qu'elle le soit. C'est-à-dire que si on se l'approprie et qu'on en fait des ressources formelles, est-ce qu'on ne va pas finalement leur faire perdre leur nature première? Donc là, des études sont en cours pour essayer de comprendre ça. Hein. Donc l'apprentissage informel, il est complètement non structuré, c'est-à-dire que c'est à l'occasion d'une pratique en langue étrangère qu'il va y avoir apprentissage, mais ce n'était pas décidé de la part de l'apprenant au départ. Par exemple, on me voit consigner, bah, tiens, je suis allé voir un film en VO, et puis du coup, j'ai vérifié le vocabulaire, etc. C'est devenu une activité d'apprentissage, mais de façon tout à fait indirecte. Ça n'était pas, l'apprenant ne s'est pas dit, je vais aller au cinéma pour apprendre la langue. Dans l'apprentissage non formel, cet apprentissage est quand même structuré et intentionnel de la part de l'apprenant. Et donc là, on peut penser à toutes ces applications pour l'apprentissage des langues, où il y va nécessairement pour apprendre la langue, mais où il sort des ressources qui sont proposées par l'établissement pour aller chercher ses propres ressources, accéder à ses propres contacts. Et finalement, est-ce qu'on doit l'encourager à le faire, mais on n'en tient pas compte, c'est-à-dire que ça reste du plus, on ne cherche pas à savoir ce qui s'y est fait, est-ce qu'on s'en empare? Je pense que la question aujourd'hui, elle est là. C'est jusqu'où on accompagne et on prend en compte ces pratiques. Alors, est-ce qu'il faut formaliser l'informel? Donc, comme je le disais, donc regarder un film, communiquer avec des natifs sur des réseaux sociaux, lire la presse étrangère, exprimer son point de vue sur des blogs, euh, utiliser une application, discuter avec des natifs en télétandem. Alors, peut-être que ce n'est pas à nous de fournir cet accès, et encore, pourquoi pas, mais c'est sans doute à nous qu'il revient de prendre en compte ces situations dans la démarche réflexive. C'est-à-dire que le rôle va être méthodologique, d'accompagner l'apprentissage pour les inciter à les intégrer dans leur processus de formation. Donc, on n'a pas à accompagner la pratique en langue, mais peut-être on a à accompagner la pratique réflexive qui suit ces pratiques informelles ou non formelles, et pour les aider à développer des stratégies métacognitives qu'ils pourront continuer à mettre en œuvre hors institution. C'est-à-dire que notre but, finalement, à l'université, on est quand même là, ils sont de passage ici, ils ne vont pas rester des apprenants en langue dans un contexte formel toute leur vie. Et donc, s'ils pouvaient sortir au niveau master équipés, je dirais, d'outils méthodologiques pour pouvoir ensuite continuer à utiliser ces applications et apprendre les langues de façon autonome, on pourrait dire qu'on a réussi une de nos missions. Donc cet espace social va peut-être davantage encore se focaliser sur l'accompagnement aujourd'hui, je dirais. Donc pour conclure, hein, puisque j'approche, oui, à grands pas de la fin, la difficulté donc relève, je cite encore Poteau, à mettre en scène les dimensions sociales du processus d'apprentissage. C'est-à-dire que dans les représentations, l'apprenant pense qu'il va être seul s'il n'est pas dans un contexte de classe structuré, alors qu'il faut qu'il arrive à comprendre qu'il y a un accompagnement, mais qui n'est pas cadré, qui n'est pas nécessairement
formel, mais il ne faut pas qu'il hésite à avoir recours au tuteur. Donc, nos différentes études nous disent qu'il faut qu'on travaille sur l'aspect humain, l'ambiance du CRL, travailler sur l'écart de représentation entre le dispositif qu'on a mis en place et la façon dont les étudiants le perçoivent. Je pense qu'il y a encore un énorme gap, je dirais, entre les deux. Paradoxe dans leur perception, et il faut qu'ils trouvent leur motivation propre et donc trouver les moyens de leur faire prendre conscience de tout ça. Et comment les faire venir aussi si toute l'équipe n'adhère pas, hein. On sait que peut-être encore certains enseignants sont très partie prenante, d'autres moins, et bien distinguer ou bien leur faire prendre conscience du type d'action, d'interaction qu'ils peuvent développer, qu'elles soient langagières, sociales ou métacognitives. Et elles peuvent être métacognitives et sociales. Hein, on a expérimenté, Marco Capellini avait expérimenté des blogs réflexifs, donc collectif, hein, suite à des sessions tandem, qui montraient que c'était tout à fait stimulant et encourageant, le fait de pouvoir finalement transférer aussi des expériences métacognitives. Donc ça permet de développer de nouvelles stratégies et de valoriser toutes les formes de pratique en langue. C'est finalement le deuxième objectif. Donc les perspectives, ça serait que le CRL soit bien un espace physique convivial, qui permettent des interactions plurielles, sociales, métacognitives, en langue et réflexive. Intégrer les pratiques informelles sans les détourner de leur but premier. Je pense que sinon, elles vont perdre une partie de leur plus-value. Et aujourd'hui, on parle de Fab Lab, et je me référerai à Rabi qui parle de Fab Lang. Et on est un petit peu dans... Ça fait écho aux appels à projets que je citais en début de présentation, sur développer la créativité, faire émerger des lieux ouverts, complètement ouverts, et redéfinir, toujours revaloriser une relation horizontale d'accès au savoir et non plus une relation verticale. Voilà, donc je vais m'arrêter là et ben, je suis prête à répondre à vos questions s'il y en a. Merci beaucoup Annick pour cette présentation très riche. Bon, il y a un retour de son ici. Alors on va prendre des questions de la salle, mais tu peux également regarder les questions en ligne. Oui. Alors pour limiter la désorientation, proposez-vous des parcours? Oui, alors la désorientation, hein, donc là, je ne sais pas si vous voyez les questions qui sont en ligne, hein. Pour limiter la désorientation, proposez-vous des parcours de... Ah, ça a sauté. Alors j'ai perdu la question. Attendez, la question précédente. Donc c'était, est-ce qu'il y a des parcours par type, hein, d'apprenant peut-être ou... Alors c'est vrai que bah là c'est une question sur laquelle j'ai pas creusé, mais que je n'ai pas creusé, sur la question du type de dispositif. Est-ce qu'il est hybride? Est-ce qu'il vient en complément de cours en présentiel? Ou est-ce qu'on a réarticulé? Ou est-ce que c'est complètement en auto-formation? C'est vrai que si ça vient dans un dispositif hybride où il y a moitié, je dirais, travail collectif en classe et travail complémentaire ensemble de langue, on va limiter effectivement peut-être davantage cadrer des parcours. Mais je pense que ça fait partie du dispositif lui-même que les apprenants puissent faire des choix. C'est-à-dire que si le but c'est de leur dire bah, telle semaine faites ceci, telle semaine faites autre chose et que ça soit directif, ça n'est pas on perd une des plus-values du centre de langue. Mais on peut effectivement faire des parcours. D'ailleurs, c'est prévu sur l'outil qu'on utilise, la base Calao, où on peut avoir des parcours enseignants ou des parcours complètement libres. Et les apprenants peuvent aussi se faire leur propre parcours, piocher les ressources et en faire leur parcours avec leurs ressources préférées. Merci, on a une question dans la salle. Bonjour, bon après-midi. Vous venez de parler de parcours, il y a de l'écho là, pour les enseignants. Et je me demandais pendant la présentation quels sont les dispositifs, les interfaces pour faire participer justement les enseignants à ce qu'est le centre de langue en tant qu'usager ou prescripteur ou en tant qu'associé. Est-ce qu'il y a des micro-modules qui leur sont proposés, par exemple, pour qu'ils intègrent à leur cours? Est-ce qu'il y a une politique
d'explication, de partage du centre avec eux? Oh, oui, alors, bon, j'ai pas montré toute la base, mais effectivement, donc, bon, il y a des enseignants qui sont référents, je dirais, au centre de langue, qui repèrent des ressources, qui les indexent, qui les décrivent. Et puis, donc, justement, ensuite, parmi toute ces diversités de ressources, les enseignants peuvent faire leur parcours, enfin, le parcours qu'ils voudraient conseiller à leurs apprenants. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé simplement d'aller au CRL et tout est là, simplement indexé avec quelques mots-clés ou avec des thématiques. On peut... parce que je pense que c'est un maillon nécessaire. C'est-à-dire que même si c'est pas complètement résolu, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que comment faire venir les étudiants si les enseignants n'adhèrent pas? Vous vous doutez que si je dis ça, c'est que ça fait écho à des difficultés rencontrées. Tout le monde n'adhère pas parce qu'on a l'impression d'une perte aussi peut-être de pouvoir ou de dire que on n'est pas sûr de ce qui s'y trouve. Donc il me semble que si on aide des enseignants à créer leur propre parcours, ils ne se sentent pas dépossédés du parcours de formation, mais évidemment, il va falloir trouver un mode intermédiaire pour qu'il y ait quand même une flexibilité, mais que ça puisse passer par le centre de langue et par des parcours individualisés pour les apprenants. Donc il y a moyen de trouver un moyen terme, je dirais, pour que ça ne soit pas complètement... c'est pas juste c'est pas une médiathèque hein, avec une liste de ressources. Il faut qu'on puisse les articuler en fonction d'un parcours contextuel pertinent. Merci. Une question en ligne peut-être? Alors, y a-t-il des propositions d'accompagnement en ligne par les personnels du CRL? Alors, non, justement, alors, là, pour le coup, on serait dans de l'enseignement à distance, je pense complètement. Donc, si on doit se situer dans les différents dispositifs, et on voyait dans les présentations d'aujourd'hui, est-ce qu'on est dans de l'hybride, du présentiel enrichi ou de la distance? Il me semble qu'on est peut-être plutôt dans ce qu'on pourrait qualifier d'hybride ou de présentiel enrichi, ça va dépendre du degré. Mais on pourrait imaginer que le conseil se fasse à distance. Mais enfin, là ça serait dans le cadre d'une formation totalement à distance. Je ne verrais pas l'intérêt parce que c'est quand même ce côté humain que les apprenants apprécient dans le centre de langue, c'est pouvoir rencontrer des conseillers ou des apprenants. Dernière question. Non, en fait c'est la même, mais je souhaitais la prolonger parce que l'impression qu'on... Bon d'abord, merci pour cette très très impressionnante présentation, très riche et fournie. Mais en écoutant votre présentation, j'avais vraiment l'impression qu'on n'avait que le regard de l'intervenant du centre de langue qui a étudié par des analyses le regard des utilisateurs et finalement qui dit en conclusion, il y a un problème de représentation du centre de langue par les usagers. À la suggestion, mais est-ce que c'est pas cette incompatibilité ou cette grande différence de représentation entre celui qui est le fournisseur de services et celui qui est l'usager qu'il faut réfléchir, et plutôt que de transformer l'usager, de transformer le service. C'est là que venait ma proposition de n'y a-t-il pas des gens qui pourraient faire du tutorat en ligne pour accompagner ceux qui souhaitent se connecter depuis chez eux à votre centre de langue selon des... Oui, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on le voit aussi. Pardon. Oui, je pense que vous touchez du doigt une vraie question, c'est-à-dire que on le voit, hein, ils le disent dans les réponses. En fait, ce qu'ils aiment, c'est faire tout seul, pouvoir faire leur choix. Pardon. Comment dire pas de problème de face, hein, c'est-à-dire que je peux me tromper, personne ne dit rien. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils ne vont pas trouver les tuteurs langue, c'est qu'ils savent déjà, pas trop quoi leur demander, et ils n'ont pas finalement très envie, puisque dans la plus-value déclarée du centre de langue, ils disent c'est qu'on y fait ce qu'on veut, en gros. Hein, et donc devoir rendre compte à un tuteur langue rajoute une contrainte qui va contre leur représentation du centre de langue. Donc effectivement, ça pourrait valoir la peine de tester pour voir s'ils y ont plus recours
en ligne. Donc ça pourrait nous donner des idées d'expérimentation, au moins pour comprendre si c'est là le nœud du problème, entre autres. Hein. Il y a peut-être d'autres problèmes. C'est aussi que on a des étudiants qui arrivent, qui ont eu des années de formation en langue, où on leur a beaucoup dit ce qu'il fallait faire. Mais je pense que vous avez raison, il faut peut-être proposer d'autres formes d'accompagnement pour qu'ils s'en saisissent. Alors, une toute petite dernière question en ligne. Alors, les étudiants sont-ils à même de créer des parcours de ressources pertinents en fonction de leurs compétences? Donc oui, on leur propose un certain nombre de ressources qui sont indexées, décrites, et ils peuvent les trier, je dirais, et se faire leur propre parcours. Après, si ça va dépendre aussi de ce que l'enseignant qui valide leur formation, parce que ce dont on n'a pas parlé, c'est que l'objectif final, il y a quand même une évaluation. Et c'est ça qui pose aussi un des problèmes, c'est que pour qu'il y ait évaluation, on est obligé d'évaluer quand même par groupe ou par année de formation sur des critères communs. Hein, c'est-à-dire, ça va être viser un niveau ou viser certains types de compétences. Donc tant qu'on reste dans ces critères communs, on peut imaginer des évaluations différenciées et donc des parcours différenciés. Tout à fait. Alors, avez-vous... Parfait. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Annick, pour cette présentation. Merci à vous pour cette journée. Merci. Merci pour ta présence. Merci infiniment. Et à bientôt, j'espère. À très bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup, Annick. Au revoir.